Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. À qui, je vais mettre le pied dans le plat, à qui profite le crime, à qui profitent les crimes donc perpétrés ce week-end dans tout le Mali, à qui tire le plus profit de cela? Là, vous parlez clairement de complot international. Donc on va poser la question clairement. Quel est votre avis sur l'avantage en fait donné aux terroristes? À qui cela profiterait? Aujourd'hui, la situation géopolitique est claire. Il y a une première ambition de vouloir transporter sur nos terres une confrontation internationale entre Russie et Ukraine. Ça s'est vu, documenté, suivi, et des experts ukrainiens étaient des formateurs et même des contingents ont appuyé les rebelles, et même certains contingents, pas des rebelles, des terroristes tout simplement, même certains contingents ont été formés là-bas. Et ensuite, ce qui est nouveau, c'est des mercenaires italiens, où on parlait italien, où on a découvert également quelques victimes au sein. Et ensuite, des pays voisins qui abritent des ailes politiques de ces hommes-là, il faut les nommer, c'est l'Algérie. L'Algérie abrite les CFR, abrite les anciens rebelles qui sont poursuivis par la justice malienne. Certains pays servent également de refuge pour l'approvisionnement, pour des soins. C'est aussi la Mauritanie. Et c'est l'Occident, le grand absent. C'est tout ce monde-là qui en voulait au Mali pour avoir cherché les troupes françaises, pour avoir dit non, pour avoir repris sa souveraineté, pour se battre pour son intégrité territoriale, pour se battre ensemble, pour changer de vie, pour dire non, je me prends et je me reprends. Et donc le dernier grand fait, c'est la position du Mali sur le Sahara occidental qui ne passait pas pour le grand voisin algérien avec qui nous avons 1400 km de frontières. Et imaginez qu'ils comprendront que le peuple malien est plus que jamais résolument soudé, engagé. Parce que l'opinion publique malienne ne le laissera jamais faire. Le Mali ne sera jamais un califat. Il n'y aura jamais de califat qui va prospérer au Mali parce que le Mali est un pays musulman à 90%. Mais il n'y a pas que de musulmans au Mali. Il y a des chrétiens. Il y a aussi d'autres corporations religieuses qui sont au Mali. Donc c'est une difficulté à laquelle, c'est en tout cas ceux-là qui instrumentalisent, qui tirent les ficelles. Mais aussi il y a une part de responsabilité des nôtres. De nous-mêmes Maliens. Nous devrons tirer ces leçons-là au moment venu, après ce deuil-là, à la sortie de ce deuil, se rassembler, unis. Nous sommes divers, on n'est pas tous d'accord sur la position politique, mais quand la case brûle, quand l'intégrité est en jeu, quand le drapeau est menacé, et quand l'armée s'engage, comme partout ailleurs dans le monde, quand le pays est attaqué, les fils du pays doivent être unis, solidaires. Théophile? Oui, alors, moi je pense qu'il est important de parler des assaillants. Parce que finalement, cet assaut, il confirme d'une certaine manière ce que disent les pouvoirs successifs à Bamako depuis assez longtemps. Les Azawadiens et les terroristes djihadistes, au final, ça revient au même. En tout cas, ils ont réussi à se coordonner. Ce n'est pas la première fois qu'ils réussissent à se coordonner. Et tout cela nous rappelle 2012. On se souvient qu'à l'époque, les Français disaient non, il ne faut pas que l'armée malienne vienne à Kidal, parce que ceux qui vont nous aider à vaincre les terroristes djihadistes à Kidal, ce sont les Touaregs, les hommes bleus, qui sont en gros les fidèles de la France depuis la période coloniale, qui connaissent bien la région et qui vont nous aider à nous battre contre les djihadistes. À cette époque, quand finalement les armes des Touaregs, des séparatistes Touaregs, je ne parle pas des Touaregs en tant qu'ethnie, se sont retrouvés entre les mains des terroristes et que les terroristes, eux, n'ayant pas un projet régionaliste, ont décidé de descendre dans le nord. En France, on nous a fait croire qu'en réalité, c'est parce que les terroristes avaient arraché violemment les armes des mains des Azawadiens. Or, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a beaucoup plus d'interpénétration que cela. Le parcours d'Iyad Agali, par exemple, témoigne de cela. Iyad Agali a été séparatiste, puis il est devenu un musulman rigouriste, puis il a
il a décidé de tomber dans le djihadisme, mais il demeure un membre d'une de ces grandes familles Touareg, donc il a des liens de famille avec les gens de ce qu'on appelle aujourd'hui le FLA. Il y a une domination militaire certaine des djihadistes. Donc finalement, c'est celui qui est capable de tenir le fusil de la manière la plus efficace qui tire les marrons du feu. Tout le monde le sait, et je pense que nous en sommes tous conscients. Alors, pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, pourquoi il y a une très faible médiatisation de ce qui s'est passé dans ce week-end. Normalement, breaking news sur les télévisions françaises, normalement, les chaînes d'info. Mais il n'y a pas eu de breaking news sur les chaînes d'info. Parce que, quelle peut être la narration de ce qui est en train de se passer? On nous a expliqué que la France est partie au Mali et que les soldats français sont morts au nom de la lutte contre le terrorisme, de la guerre mondiale contre le terrorisme. Et voilà qu'en fait, nos amis, les Touaregs, sont alliés avec les terroristes et les djihadistes qui disent dans leur communiqué qu'ils ont l'intention d'installer un califat au Mali. Je pense que la principale leçon qu'il faut en tirer, c'est mettre en relation ce qui vient de se passer ce week-end à Bamako, enfin au Mali, et ce qui s'est passé en Syrie. La guerre mondiale contre le terrorisme est finie. L'Occident n'est plus en guerre contre le terrorisme djihadiste. Il est en guerre contre la Russie d'une part, contre la Chine d'autre part. Et ce sont des guerres, désormais des guerres de déconstruction, c'est-à-dire finalement pris dans une forme d'ivresse de l'affaiblissement. On n'a pas de vision prospective sur les états post-guerre. En fait, on veut juste montrer notre capacité de nuisance face à ceux qui nous défient dans nos précarés ou ex-précarés. C'est-à-dire le Mali était le précaré de la France. Quand la France s'en va, elle change de projection sur le Mali. Elle dit, bon, de toute façon, advienne que pourra, si les djihadistes prennent ça, où est le problème? Et donc, c'est ça, pour ça, à mon avis, qu'il y a une très faible médiatisation, parce qu'on va dire quoi? Quelle est la cohérence de notre pensée, de notre action? Et côté algérien, il y a aussi, je pense, un manque de cohérence. Parce que, alors, l'Algérie ne peut pas être tout à fait ignorante de ce qui s'est passé ce week-end. Et l'Algérie est le seul pays, en réalité, qui a des pièces de rechange. C'est-à-dire que le format alternatif, c'est l'Algérie qui le tient, il s'appelle l'imam Djiko. C'est-à-dire, en gros, les djihadistes n'arrivent pas dans Bamako avec les armes à la main, puisque, bien entendu, même d'un point de vue sociologique, on voit très mal des Touaregs, des Peuls et peut-être même des gens qui ne sont pas noirs descendre sur Bamako et se faire accepter par la population. Ce serait une humiliation nationale. En revanche, si les contradictions internes au pouvoir font qu'ils chutent, alors il y a un plan de rechange chez l'imam Djiko, puisque c'est un imam, il serait susceptible finalement de mettre une sorte d'islamisme soft au pouvoir, un islamisme à visage humain, on va dire, qui ne serait pas persécuteur pour les minorités ethniques, etc. Bon, c'est très difficile en Occident d'admettre qu'on est dans ce genre de calcul. Parce qu'en fait, pour un petit bout de voile ici, on crie et on discrimine. Donc je pense que c'est assez révélateur. Les silences à Paris et à Alger sont assez révélateurs, mais c'est aussi révélateur d'un certain nombre d'impasses, parce que est-ce qu'à Alger on va accepter d'avoir le JNIM se renforçant à 2 pas de chez nous, alors que les terroristes ont tapé, malgré les versions officielles, on essaie de défier le pouvoir d'Abdelmajid Tebboune en pleine visite du pape, c'est-à-dire c'est vraiment un acte anti-patriotique et qui a été invisibilisé par le pouvoir. Oui, il s'est débrouillé pour les... Mais bon, quand même, ça faisait très longtemps que ces gens-là n'avaient pas tapé dans le pouvoir d'Alger. Alors, peut-on soutenir le FLA, c'est-à-dire les séparatistes touaregs, qui sont une sorte de proxy d'Alger, tout en se battant contre le JNIM, qui sont les ennemis jurés des militaires, quoi qu'on dise, même si les militaires jouent avec le terrorisme, c'est pas pour se faire remplacer par des djihadistes ou bien un pouvoir islamiste. C'est ça qui est compliqué, et la crainte, c'est que finalement, l'incohérence structurelle des acteurs qui défient le pouvoir de Bamako jette le Mali dans une situation d'instabilité à la congolaise, ce qu'on a connu sur le Congo, avec 1001 factions où la poule peine à reconnaître ses poussins. C'est un jeu très dangereux, Thiambel, de s'amuser comme ça à instrumentaliser des groupes terroristes
djihadistes. On a vu comment les choses ont tourné pour la Syrie. C'est très dangereux pour des pays comme l'Algérie éventuellement de s'amuser avec ça ou tout autre soutien de ces groupes. Complètement, complètement. Et Théo a parfaitement raison quand il évoque cet aspect. Je suis d'accord avec lui par rapport à ce narratif. C'est dangereux d'instrumentaliser ces causes-là. Et je ne vois pas comment l'Algérie peut donner sa caution de soutenir un groupe terroriste, même si on a hérité en 90 de la fin de la crise algérienne, de quelques... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.